pas, toi? Ouais. Y'a quelqu'un? Bande d'arrêt d'urgence, c'est parti! Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Mardi 26 décembre 2017, troisième épisode de Bande d'arrêt d'urgence. On y est et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors merci. Sinon, il y a 10 jours, c'était la semaine contre la 45 à Saint-Étienne. Débat, théâtre et marche au flambeau entre la Talaudière et Saint-É. Une trentaine de pieds nickelés dopés au vin chaud ont bravé le froid et les menaces pour dire leur opposition. C'était beau. C'était délicieux. Et sinon, une bonne nouvelle pour un des membres de l'équipe qui a pu voir son autorité... Allô? Quoi? Une personne choquée? Ouais. Affaire à suivre, grabuge à Saint-Étienne, on vient de m'annoncer que Gaël Perdriau a porté plainte contre des opposants à l'A45 qui apparemment au salon Tatou Juste, ils auraient complètement vandalisé le stand biodiversité de Saint-Étienne Métropole. Les criminels présumés auraient appris leur acte délictuel par la presse. Mais eux, ils n'ont complètement pas la même version des faits. Mais qui croire? Hier encore, c'était Noël. La neige est tombée sur les cimes de nos coteaux. Mais aujourd'hui, question A45, on pédale plus dans la smoule que sur des vélos. Et pourtant, au One Planet Summit, Hulot ulule, Macron pense que la finance peut sauver la planète et Elisabeth Borne annonce un plan de désenclavement routier en clôture des assises de la mobilité, mais rien sur... la 45. Si, au début du mois, le Conseil d'État a confirmé l'utilité publique de cette autoroute. Oxymore. Mais revenons à nos moutons. Au menu ce mois-ci, un paysan inonde le Rhône de yaourt. On ira ensuite dans une ville où les habitants ne font qu'un pour qu'elle ne soit pas coupée en deux. Dans le pour et le contre, on vous sert le maire d'une rivière dont la rivière a été recouverte et un militant qui est aussi paysan. Les grands-ducs nous feront prendre un peu de hauteur avant que le docteur Asparagus se réinvente la météo. Il y aura peut-être aussi une surprise. Mais tout de suite, bison buté. Cheweke Mayeta Kaya wa Mahi Wachamo Hayeke Achoneme Hekaya wa Mani Oyanaha Honeka Mihiti Hapiyate Haimakayeshtene Honati Hekaya Maha Me wakayete Eshtanaka Hayawama finihi Hato hui kaya ento Hayawa finike He ma hachini he ho Koyete ma tihi To kaya maha Ameshte Konamada piye wataha Himaya wata Finishte kaya wati Hinama Hikoya wa payene ha Enteya kawayata Haye kanama Hishteke Tunamaya kaota Cheweke Chanema honi Maye te hena Kanama pie he Shtaneme wakayata Merci, bison. Et tu sais, bison, comme le disait Ciel d'orage, Kana washtielo, washtine wakana. On passe tout de suite au paysan du mois,
avec transition. On va se faire une petite tartine saucisson nèfle. Le sauce, il vient de la ferme des Pâquerettes à Châteauneuf, famille Mouton-Lalizou. La nèfle, elle, c'est un fruit que Véro et Marco Bissardon m'ont fait découvrir. Appétit! Ce mois-ci, Bande d'arrêt d'urgence vous emmène à la ferme du Mornantais, celle de Jérôme Guinan. Il transforme le lait et après ce qu'il fait, c'est à lui de vous le dire. Allez Jérôme, à toi de jouer. Eh oui, donc surtout que c'est une autoroute inutile. Donc... Oui, c'est sûr. Et voilà. Merci. Bon, nous aurons encore des bons fromages dedans. Ben moi c'est Jérôme, je suis installé avec mon frère à la ferme du Mornantais, donc c'est une ferme familiale qu'on a repris il y a environ 10 ans. Et on est producteur de lait et transformateur, donc c'est-à-dire qu'on transforme tout notre lait, pratiquement tout notre lait, en yaourt et en fromage. Alors moi c'est Cédric, donc je suis associé à Jérôme. Voilà, j'ai en charge un peu tout l'administratif, les cultures, le fromage blanc, les yaourts, enfin la transformation quand il y a besoin. Bah, dans les années 75, mon père et ma mère ont repris la ferme des grands-parents. Donc ils ont décidé de se spécialiser dans la transformation laitière. Ils ont lancé le premier yaourt en 80. Donc, voilà, maintenant on livre beaucoup de cantines scolaires, la restauration collective, les grandes surfaces avec nos produits, donc des produits locaux. Et on est 8 sur la ferme, donc 45 vaches laitières, 8 personnes, 8 emplois créés. Voilà, ça marche. Donc j'ai fait des études dans un premier temps en menuiserie, puis je suis revenu à l'agricole parce que c'était mes racines, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. J'ai rencontré Jérôme et Cédric par le biais d'un stage. Je me suis rapproché d'eux et je souhaite donc m'installer aujourd'hui avec eux. On met de la confiture de nos copains producteurs des Monts du Lyonnais. Donc on la brasse avec et puis on emballe avec la prise. Tous nos yaourts sont expédiés dans les cantines de Villeurbanne. Récemment, il y a eu l'université scientifique de la Doua qui commande nos yaourts. Et on va attaquer un nouveau marché, c'est sur les collèges du Rhône. Donc les collèges du Rhône pourront avoir accès à nos yaourts. Donc il y a un véritable engouement. Mais en fait, quand on voit le nombre de terrains agricoles qui va être bouffé par cette autoroute, c'est 500 hectares directement, mais toutes les zones commerciales, toutes les zones industrielles qui vont se mettre à côté, se greffer autour d'une autoroute, ils vont impacter énormément de terres. Donc tu te dis que bah, voilà, tu vas payer une autoroute, 10 € pour aller t'encucher sur Brunel, où là, il y aura des bouchons monstres. Ah, le tracé il était défini, hein, défini depuis 40 ans. Quoi. Donc on le sait le tracé, hein. C'est vraiment précis, hein. C'est juste en dessous de la ferme. Donc, Il passe dans le vallon là, où passe le ruisseau. Donc ça va passer juste là en dessous à quelques centaines de mètres en fait simplement. Pour pouvoir se déplacer plus rapidement, bah écoute, on fait l'impasse un peu sur les producteurs, il y aura 2-3 paysans qui vont disparaître, c'est pas grave, mais on arrivera plus vite au travail. Il y a un non-sens quoi. On croise les doigts pour que l'autoroute ne se fasse pas et que je puisse garder mon emploi parce que j'ai déjà subi un licenciement l'année dernière, un licenciement économique. Donc c'est galère pour retrouver du travail, donc à 48 ans, bientôt 49, pour commencer, c'est pas marrant. Ils font des propagandes, la Saint-Étienne Métropole avec la région pour la 45. Ces gens-là, ils ne sont pas beaucoup déplacés sur ce territoire parce qu'ils verraient des paysans là. Donc il ferait bien de se déplacer ici parce qu'eux, ils veulent créer des emplois. Ils sont en CDD, c'est des emplois d'intérim. Alors que nous, on crée des emplois durables, quoi. Ben Jérôme, tes yaourts, ils décoiffent, hein? On passe tout de suite à la ville du mois. On accueille tout de suite notre envoyé spécial. Envoyé spécial, Présentateur. ville du mois. 42 350, la Talaudière. Population, Environ 7000. emploi, Idem. idem quoi. Image.
Bonjour, je m'appelle Pascal Garrido. Je suis premier adjoint à la mairie de la Talaudière. J'ai été maire de la Talaudière pendant 22 ans. Et je suis en colère, oui, je suis en colère pour des décisions inutiles. La Talaudière, c'est 7000 habitants à peu près, divisés en 3 tiers. Une zone d'habitation, une grande zone industrielle qui accueille aujourd'hui autant d'emplois que d'habitants, 7000 emplois à peu près, 170 entreprises. Et puis une zone naturelle qui est ouverte à l'agriculture. C'est une ancienne ville minière, elle est née de la mine, c'est un hameau au départ. À une époque où la bagnole n'existait pas, dont les gens venaient habiter sur leur lieu de travail, à proximité. Alors, la Talaudière, dès qu'il y a un terrain disponible au niveau industriel, c'est pris d'assaut. C'est parti. Donc vous me disiez qu'ici, c'était à la base un parc privé. C'est un parc privé qui remonte au 19e siècle. On a transformé la ferme en maison du patrimoine et de la mesure. On a une collection de mesures unique en France. Le mètre, le kilo ont été créés dans le cadre du passage de Napoléon Ier. Parce qu'autrefois, toutes les régions avaient des poids différents. Il y a beaucoup d'animation. La Talaudière, c'est un carrefour qui amène tout ce qui est autour au niveau des coteaux, Saint-Jean-Bonnefonce, Sorbier, Saint-Christophe, Fontanet. Donc les marchés sont très importants, il y a beaucoup de monde, c'est le bordel, il y a des voitures de partout. En général, plus il y a de bordel, plus ça attire le monde. D'ailleurs, vous prenez l'exemple, vous avez 2 restaurants l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est vide, l'autre qui est plat, vous allez où? Un musée de la mesure. Garrido, En colère. à 45. Idem. Et donc? Image. La commune de la Talaudière qui est ici, ça c'est la zone industrielle, ça c'est le lieu dit Pont-Bayard. Et vous avez le tracé autoroutier prévu par la 45 qui est ici, et une déviation qui est faite de la départementale 1498 qui traverse la Talaudière pour aller contourner le rond-point pour aller en direction de la Fouillouse. Et en rouge, c'est pas un fil, c'est le mur de protection de la population par rapport au bruit autoroutier, qui n'empêchera pas la pollution atmosphérique, qui fait quand même 2,5 km de long sur 10 mètres de hauteur. Le fameux rond-point de Pont-Bayard, les zones d'habitation, la zone industrielle en violet, avec le péage qui se retrouve ici à 150 mètres des premières habitations. Quand on sait le péage, le bruit qu'il occasionne avec les bandes de roulement qui sont là pour freiner les voitures et pour pouvoir payer bien sûr le péage aux possesseurs d'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'ils allaient payer 10 € pour faire l'aller-retour jusqu'à Lyon. Les bruits, la pollution, la commune coupée en deux, les problèmes de transport qui vont se poser. On ne pourra plus circuler de la même manière, on va être un petit peu isolé. On va participer bientôt à une marche en fin de semaine qui va partir du centre de la Talaudière pour rejoindre Saint-Étienne Métropole, une marche au flambeau avec entre 50 et 80 personnes à peu près. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est difficile de mobiliser la population sur des sujets parce que ça paraît pas très concret. Voilà, on essaie au maximum de faire prendre conscience à la population qu'il faut qu'ils soient derrière nous, qu'ils participent, et plus il y aura de personnes qui se manifesteront, et plus on a des chances d'être écoutés. On ne nous écoute pas. On écoute les pseudo-grands élus, ceux qui ont le droit de dépenser l'argent public, et puis il y a ceux qui sont là pour simplement voter à un moment donné, pour ou contre. Les élus des petites communes ont tendance à avoir peur du grand qui est au-dessus, si bien qu'il obéit quand il faut voter, surtout à main levée. Il n'ose pas s'opposer, donc si jamais j'étais puni après. Il faut arrêter de se raconter des bêtises en disant que les grands élus, ce sont les cadors des cadors. Et aujourd'hui, Gaël Perdriau, il représente lui aussi cette vieille industrie bourgeoise stéphanoise qui fait qu'on veut toujours maintenir un monde salarial dans le carcan de son égide. L'hyperloop. L'hyperloop qui était annoncé, qui n'est peut-être pas la solution qu'il faut dans Stéphano, mais n'empêche que ça se foire. Il est étudié par l'école des mines de Saint-Étienne. Des industriels du Canada sont venus l'été dernier, en 2016, pour proposer à des industriels de la région stéphanoise de s'associer et de faire en sorte que sur notre région, on puisse être les premiers en France. Il n'y a pas eu de réponse. Aujourd'hui, vous savez où ça va se construire, l'hyperloop, en France? À Toulouse. On vit toujours dans le passé dans cette région, on fait des
des commémorations minières, la Sainte-Barbe. Je crois qu'on en est resté à la Sainte-Barbe. Je ne suis pas contre la commémoration historique, mais il ne faut pas y vivre dessus, c'est pas ça l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir est autrement beaucoup plus moderne. La deuxième, on est capitale UNESCO du design. On n'a même pas candidaté pour être la capitale mondiale en 2020. C'est Lille qui l'a obtenu. Lille qui s'est battue contre les grandes capitales mondiales pour obtenir en 2020 d'être capitale mondiale du design. Et qu'est-ce que j'ai entendu comme réponse par les représentants de Saint-Étienne Métropole comme étant l'argument nécessaire? Nous, on travaille, on n'est pas pour la publicité. On se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde. Sacré Pascal, toujours dans le feu de l'action. Mais comme on dit dans le jargon... En voilà un qui ne laisserait pas passer les taupes. Et maintenant, c'est l'heure du pour et du contre. Le pour de ce mois-ci. C'est une femme? Non? Bon. Il a une moustache? Non plus? Il a un gros nez. C'est Bernard? Non, c'est Jean-Claude Charvin, le maire de Rive-de-Gier. On l'écoute tout de suite. Jean-Claude Charvin, 64 ans à ce jour. Je suis maire de Rive-de-Gier depuis 22 ans maintenant. Je suis vice-président du Conseil général depuis 32 ans et également vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de l'habitat. Et avant ça, j'étais chef d'entreprise jusque dans les années 2000. La première élection au Conseil général date de 1985 et nous avions déjà à l'époque une réflexion sur l'aménagement d'un deuxième autoroute, à savoir la 45 dénommée aujourd'hui de cette façon. Donc ça fait plus de 30 ans que je suis, moi, attaché à défendre ce dossier. J'y suis favorable, d'abord je l'ai toujours été en tant que chef d'entreprise, parce que c'est la seule voie de communication qui nous permet de relier les deux grandes agglomérations, Saint-Étienne-Lyon aujourd'hui et la 47 qui est totalement saturée. J'y suis favorable ensuite parce que la 47 actuelle est d'une dangerosité telle que beaucoup de gens hésitent à l'emprunter. Et enfin, j'y suis favorable parce qu'en tant que maire de Rive-de-Gier, je subis au quotidien les difficultés de circulation de la 47 et en particulier son côté accidentogène qui fait qu'au moindre souci sur la 47, la ville de Rive-de-Gier est engorgée et que nous subissons toutes les difficultés et toutes les nuisances liées à cet engorgement. La 47 n'est pas que la liaison Lyon-Saint-Étienne, c'est aussi une liaison de transit est-ouest pour un certain nombre d'utilisateurs autoroutiers qui peuvent se reconnecter sur la 89, sur la 72, etc. Donc il y a déjà tout un trafic qui ne passe pas nécessairement par Givors. La deuxième problématique liée au transport ferroviaire, c'est qu'aujourd'hui, engager un programme de réhabilitation ferroviaire sur la vallée du Gier, il faut raser la moitié de la vallée du Gier, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'ensemble de la ligne ferroviaire est enclavé dans le tissu bâti de nos collectivités, ce qui veut dire qu'il faudrait déjà démolir la moitié de nos communes traversées par la voie ferrée. Et la deuxième raison, c'est qu'une bonne partie de toute cette voie-là est en zone inondable. Ce qui veut dire que nous avons déjà de grosses difficultés sur toute la vallée du Gier avec le plan prévention risque inondation qui nous oblige à remodeler notre urbanisme. Si en plus il fallait détruire et reconstituer une voie ferrée, il faudrait aussi qu'on prenne en compte cet argument de zone inondable. Et j'en profite pour vous dire que la 47 est également en zone inondable, ce qui veut dire que la 45 serait une sécurité supplémentaire par rapport à cette problématique de la vallée du Gier. Le bonheur, c'est comme le malheur, il faut savoir le partager et puis que chacun prenne un petit peu de ses responsabilités. Parce que tous mes amis opposants qui habitent sur les coteaux du Jarret, ils sont contents de venir descendre chez nous pour prendre le train, ils sont contents d'utiliser nos routes pour se rendre à Lyon, et ils sont contents de venir prendre la 47 chez nous. C'est-à-dire qu'à un moment, les villes fond de vallée et les villes centres ne peuvent pas non plus absorber la totalité du trafic. Et quand on sait que ce sont ces communes qui se sont le plus développées démographiquement, on se dit qu'on a plus de voitures par ménage sur ces secteurs-là et qu'on a encore beaucoup plus de circulation qui n'est pas due aux gens de nos communes urbaines. Donc j'allais dire, le malheur, c'est comme le bonheur, il faut le partager. Pas toujours avec le sourire, mais au moins avec conviction. Bon ben, merci Jean-Claude. Le contre?
Ça pourrait être lui, ça pourrait être elle, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Mais c'est Michael, et on l'écoute tout de suite. Je vais parler de mon parcours de militant qui en fait était sur deux thématiques un peu parallèles, sur la question de l'autonomie paysanne et sur la question des langues, en particulier les langues locales. Cette question de l'autonomie paysanne, d'abord en refusant les OGM, puis en affirmant, en disant pas simplement qu'on ne veut pas d'OGM mais qu'on veut se en passer, donc en créant la maison de la semence avec des collègues de la Loire, en travaillant sur les semences paysannes. Et après, sur les langues, c'était plutôt pas contre, mais pour la diversité linguistique. Et puis à un moment donné, avec la maison de la semence, on s'est rendu compte que c'était deux logiques qui allaient dans le même sens, que en fait, la diversité appelle la diversité, et donc soit on est dans une logique de perte de diversité totale, et soit on est dans une logique de diversité au contraire qui grandit. La 45, en fait, j'ai grandi très près du tracé, au bord de la vallée du Besançon. Et j'ai entendu parler de cette A45 depuis que je suis tout petit. Et j'ai grandi avec une espèce de peur de cette autoroute. Et je crois que cette peur, elle était assez personnelle et je n'osais pas en parler à personne. Et je me rappelle que j'ai fait ma première affiche à 17 ans ou 18 ans. Et je suis allé la coller tout seul avec ma mobilette. Et puis c'est bien plus tard qu'en fait j'ai rencontré qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient sur la question. Et c'est devenu plus collectif récemment. Je pense que pour moi la 45 c'est un projet totalitaire, c'est-à-dire que c'est un projet qui est imposé sans jamais qu'on puisse vraiment choisir. Il y a une espèce de logique de la dictature de la majorité, mais qui est pas exacte parce que les gens sont approuvés par des médias dominants qui sont favorables. Et puis je pense que une personne, par exemple un naturaliste, qui a pris conscience avec un long travail qu'une espèce était menacée, cette personne toute seule, elle a autant de poids qu'une majorité qui n'a pas réfléchi sur la question. Même si l'autoroute était écologique, pour la construire, il faudrait employer des moyens. Et après, ça va toujours maintenir cette logique de faire circuler de plus en plus de voitures et de camions et tout ça. Et même s'ils ne polluaient pas, c'est pas tenable comme argument. Et puis, je pense que le seul moyen pour vraiment lutter contre, par exemple, le réchauffement climatique, c'est de se réorganiser localement, de façon autonome, donc en développant l'autonomie paysanne, par exemple. Et ça, c'est pas possible si les terrains disparaissent. Moi, je suis optimiste parce que j'y crois. Et puis, à un moment donné, je pense que on arrête de se poser trop de questions et on avance. Et l'autonomie paysanne, on la développe, on la fait vivre. Et puis, ce projet il est tellement désuet qu'il va tomber tout seul. Et maintenant, des espèces dans des espaces. On pense que le hibou ne voit pas bien le jour. C'est faux. Il voit aussi bien le jour que la nuit. Leur vision est extrêmement précise, et leurs yeux sont si gros qu'ils ont du mal à les bouger. Ils peuvent voir à 270 degrés, et ils ont développé un cou très flexible. Ces oiseaux, sans prédateur naturel, ont trouvé en l'homme son unique bourreau. Tués parce que considérés comme nuisibles, électrocutés sur des fils à haute tension, éblouis puis percutés par des voitures. Et à chaque fois, c'est le fait de détruire progressivement leur habitat naturel qui les fait disparaître. On estime qu'en 30 ans, 430 millions d'oiseaux ont disparu.
De nombreuses cultures associent les hiboux à des significations négatives et morbides. Mauvais présage, sorcellerie, incarnation du diable, tous les fantasmes sinistres y passent. Jusqu'à ce que ces animaux deviennent des sortes de fétiches qui, cloués aux portes, sont censés éloigner les mauvais esprits. Au contraire, pour les Celtes, le grand-duc était une figure de sagesse. Il pouvait sonder en profondeur n'importe quel être vivant. Impossible de lui mentir ou de cacher quoi que ce soit. C'est une espèce qui a un sens aigu de l'espace. On pourrait s'inspirer de leur sens de la perspective. On a deux yeux, deux points de vue légèrement différents. Et l'image finale est la fusion de ces deux points de vue. Cette double vision donne plus de perspective aux choses, plus de relief. Pour voir clair, il faut regarder loin. Un seul point de vue peut être un piège. Il peut nous rendre aveugles à d'autres perspectives. Contrebalancer les points de vue. Désaplatir les formes. Apprendre à reconnaître les tromperies. Quand l'autoroute se construira devant leur falaise, les grands-ducs, ils verront plus que ça. C'est quand même dingue la noblesse de ces oiseaux. On entendrait presque Genot nous dire « Se guérir de la peste n'est pas retourner en arrière, c'est revenir à la santé, c'est se retirer du mal. L'intelligence est de se retirer du mal. » On passe quand même à la météo. Une météo présentée par le Sierra de Guy Bonan qui a remporté une médaille d'argent au concours international de vin biologique. Le Sierra de Guy Bonan, du vin, oui, mais du vin indépendant. Une météo présentée par le docteur Asparagus. Bonjour docteur Asparagus. Bonjour, bonsoir à tous. Trêve de Noël oblige, l'actualité se fige au sein de la capitale ainsi qu'en province et en région. Ce sont des cadeaux, des réveillons, des sapins lumineux, des vacances à la montagne, du ski, mais aussi le SAMU et pour certains la soupe populaire. En ce qui concerne l'année prochaine, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, demain c'est la Saint-Jean et comme on le dit par chez nous, à la Saint-Jean, mets donc le nez dehors et dis bonjour aux gens. Au revoir. C'était la météo du docteur Asparagus. Et bien voilà, Bande d'arrêt d'urgence, c'est terminé. À l'année prochaine, sûrement. En tous les cas, avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, chose promise, chose due, avec toute l'équipe, on voulait vous offrir un cadeau en musique. C'est bon, je l'ai bien mis? Rejoins notre combat, tu vaux bien mieux que ça. Ton projet d'autoroute, moi ça me met le dos. Mais ça va pas la tête? Psst. C'est fini la magie des fêtes là. Et puis le Père Noël, il a une sacrée empreinte carbone. C'est pas du jus de betterave dans son traîneau. Alors tout ça pour dire qu'il va falloir accorder vos violons.
Si la maison est vraiment en train de brûler, c'est pas avec cette autoroute qu'on sera dans l'innovation. Alors, arrêtez de rouler dans votre rationalité et venez-en à la raison. La 45, c'est non. La démocratie, c'est pas la loi de la majorité. Comme disait Camus, c'est surtout la défense de la minorité. Puis c'est aussi une question d'éthique, non? Alors à un moment, il va peut-être falloir changer les questions pour trouver les bonnes réponses. Are you in the right gang? Alors, comme on dit chez nous, bonne fête de fin d'année, bonne santé, mais surtout n'oubliez pas, le pouvoir appartient à ceux qui ne l'ont pas. À bon entendeur, salut. C'est pas toujours facile quand on est petit. Mais c'est pas pour ça que c'est pas possible. On rencontre des gens qui sont dans un effort collectif permanent. Shiitake! Chlorox. Et puis pour ceux qui voudraient nous voir ou nous revoir, le premier épisode ce sera par là, le second ce sera par ici, et si vous voulez vous abonner, ce sera